Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Un matin gris de 1992, tu sors du métro avec l'odeur de vieux freins, de café renversé et de poubelles chaudes collées au trottoir. Tu longes une rangée de voitures identiques, tristes, cabossées, toutes prêtes à te punir. Pare-chocs qui griffent les tibias, portières qui claquent sur les hanches, sièges qui te boivent la sueur. Et puis, entre deux monospaces mastodontes, tu vois un petit œuf souriant coincé comme un galet dans un caniveau, une face ronde, presque innocente. Tu t'approches, et là, surprise, ce truc a l'air gentil, mais il te regarde comme s'il allait te faire une blague. Tu ouvres la porte. L'air à l'intérieur sent le plastique neuf et le tissu. Et dans ta tête, un déclic dégoûtant et délicieux à la fois. Attends, ils ont osé faire une voiture qui a l'air d'un jouet, au pays où la voiture, c'est presque une religion. Tu as trouvé ce que tu venais chercher? Et maintenant, tu veux savoir comment cette petite chose a pu devenir un symbole national, une icône, un mot qu'on prononce avec un sourire, Twingo. Parce qu'au fond, la Twingo n'est pas née d'un coup de génie romantique. Elle est née d'un besoin, presque d'une urgence, une pression sourde, quotidienne, qui grince comme les dents quand tu essaies de te garer à Paris, Lyon, Marseille. Fin des années 80, début des années 90, la France se compacte. Les centres-villes se densifient, les rues restent les mêmes, mais les voitures, elles grossissent, elles s'alourdissent, elles s'alignent, comme des meubles qu'on n'a plus la place de ranger. Les automobilistes veulent quelque chose de simple, de malin, pas une machine qui transforme chaque déplacement en expédition. Et Renault, à ce moment-là, traîne une ombre derrière elle, celle de ses anciennes idoles populaires. La Renault 4 et la Renault 5 ont été des voitures de vie, des voitures de France. On y a mis des baguettes, des poussettes, des chiens, mouillés, des valises, des souvenirs, des disputes de couple et des rires d'enfants. Mais le temps avance, et ces silhouettes-là commencent à sentir le passé. Pas le passé chic, le passé qui rouille. Alors le problème est simple, brutal. Comment refaire une voiture vraiment populaire? Pas seulement bon marché, mais aimée? Une voiture qui ne se contente pas de transporter, une voiture qui donne envie de dire « c'est la mienne ». Et là, l'époque est cruelle. Le marché des petites voitures est un ring. Les citadines se ressemblent, elles se copient, elles s'endurcissent. On vend du sérieux, des angles, des chiffres. Les intérieurs sont sombres, raides, pensés comme des bureaux. On te vend de la sécurité, de la rationalité, mais rarement de la joie. Sauf que la France, elle, a un vice. Elle aime les objets qui ont du caractère. Elle aime les choses un peu insolentes. Une baguette croustillante, un film qui finit mal, une chanson légère qui cache un chagrin. Elle aime les paradoxes. Et dans ce décor, Renault a déjà vécu un choc. Le succès d'un grand ovni qui a changé la façon dont les familles regardent l'automobile. L'espace, le monospace, a prouvé qu'on pouvait casser les codes, jouer avec l'espace, transformer une voiture en pièce à vivre. C'est comme si Renault avait compris une vérité simple. Les gens ne veulent pas seulement une voiture, ils veulent un endroit, un refuge, un petit salon mobile. Mais voilà le twist. Cette idée de pièce à vivre semblait réservée aux familles, aux grands volumes. Personne n'imaginait appliquer cette logique à une toute petite voiture. Personne, sauf ceux qui regardèrent la ville comme un piège. Parce que la ville, ce n'est pas seulement des rues, c'est une série de micro-humiliations. Tu te tords pour monter, tu te cognes, tu cherches une place, tu tournes encore. As-tu fini par te garer à 50 mètres? Tu portes tes sacs, tu reviens, tu t'assois, et tu te demandes pourquoi une voiture citadine te traite comme un ennemi. Et Renault entend cette colère. Pas une colère spectaculaire, une colère intime, une colère de tous les jours. Celle qui fait qu'un automobiliste, un matin, tape du plat de la main sur son volant comme sur une table.
et lâche un juron à voix basse. Au même moment, il y a une autre pression. L'argent. Les années 90 arrivent, avec leur obsession de maîtrise des coûts. Le client veut payer moins, consommer moins, mais sans avoir l'impression d'acheter une punition. Les carburants ne sont pas un détail. La contrainte budgétaire devient une réalité culturelle. La petite voiture n'est plus un choix. De débutant, c'est un choix rationnel. Sauf que si tu fais une petite voiture rationnelle, froide, tu ne crées pas un mythe. Tu crées un appareil, un grille-pain sur roue. Renault doit donc réaliser un numéro d'équilibriste. Faire compact sans être mesquin, faire économique sans être misérable, faire pratique sans être ennuyeux. Et puis, il y a la troisième lame du couteau, l'identité. À la fin des années 80, la voiture n'est plus seulement un outil. Elle devient un signe, une carte de visite. Or, dans les citadines, on vend surtout de la conformité. On achète une petite voiture et on accepte qu'elle soit petite au sens social. Petite ambition, petit statut, petite histoire. Renault, elle, veut renverser ça. Elle veut une voiture qui dise « Je suis petite, oui, et alors ?» Une voiture qui ne s'excuse pas. C'est là que naît l'idée la plus dangereuse. Et si, au lieu de dessiner une citadine comme une mini-berline, on assumait une forme différente? Une forme presque monospace. Un one-box, un seul volume, comme une capsule. Ce n'est pas juste un design, c'est une philosophie. Tu compresses l'extérieur, tu libères l'intérieur, tu sacrifies l'illusion de prestige pour gagner quelque chose de plus rare. L'intelligence. Mais attention, ça, sur le papier, c'est propre. Dans la vraie vie, ça fait peur. Parce qu'une petite voiture au look bizarre, c'est risqué. Le ridicule guette. Les moqueries sont faciles. Et la France peut être tendre, mais aussi cruelle. Si elle n'adopte pas ton objet, elle l'enterre sous les blagues. Et une voiture, ce n'est pas une paire de chaussures. Tu ne peux pas tromper le public longtemps. Si ça ne marche pas, ça te colle à la peau pendant des années. Alors, Renault doit trouver une arme. Pas la performance, pas la puissance, pas l'élégance classique. Une arme plus sournoise, plus émotionnelle. La sympathie. Tu sais ce qui est le plus dérangeant, presque écœurant, dans l'idée de la Twingo? C'est qu'elle a été pensée comme un antidote à la fatigue moderne, comme si Renault s'était dit « Les gens ont déjà assez de choses qui les agressent. Donnons-leur un objet qui les apaise. Une voiture qui ne montre pas les dents, une voiture qui sourit. » Sauf qu'un sourire, en automobile, c'est un blasphème. Les voitures sont censées être sérieuses, viriles, anguleuses, dominantes. Une voiture qui sourit, c'est presque une provocation. Et justement, cette provocation devient la clé. Au début, l'objectif est presque humble. Remplacer l'esprit des anciennes populaires sans les copier. Faire une voiture pour les jeunes, pour les étudiants, pour les infirmières, les artisans, les citadins, ceux qui vivent avec des escaliers étroits et des courses du soir. Une voiture qui peut se faufiler, se garer, tourner court, mais Renault sent aussi un désir plus profond. La France a besoin d'un symbole léger, d'un objet qui fait du bien. La société se modernise, la pression augmente, le rythme accélère. On veut de l'utile, oui, mais on veut aussi une petite étincelle de plaisir. Et c'est là que se forme le noyau de ce qui rendra la Twingo culte. Elle ne promet pas d'être une voiture importante, elle promet d'être une voiture attachante. Imagine la scène. Un conducteur fatigué, qui rentre tard, qui a passé sa journée dans des bureaux gris, il descend au parking, il voit sa voiture. Si cette voiture est une boîte triste, sa journée continue. Si cette voiture a une personnalité, sa journée change. Elle peut lui arracher un sourire. Et dans une époque où tout le monde commence à se sentir pressé, surveillé, compressé, un sourire, c'est une rébellion. Renault va alors chercher une formule quasi chimique. Petit dehors, grand dedans, simple mais pas pauvre, et surtout différent sans être alien. C'est là qu'on comprend pourquoi la Twingo ne pouvait naître qu'en France. Parce que la France est le pays où l'on pardonne l'audace si elle est accompagnée d'esprit. On peut aimer une chose imparfaite si elle est intelligente. On peut tomber amoureux d'un objet qui n'est pas beau au sens classique, mais qui est juste au sens humain. Et sous cette idée se cache un fait plus dur, plus sale. La ville, dans ces années-là, commence à avaler les gens. Les places de parking deviennent des cages. Les embouteillages deviennent des marécages.
Les voitures deviennent des morceaux de métal qui se frottent, se rayent, s'insultent à coups de klaxon, et chaque conducteur se retrouve à pratiquer une forme de survie quotidienne. Se garer à 10 centimètres d'un mur, plier son corps, retenir sa respiration, éviter la portière de l'autre, contourner une flaque suspecte qui sent l'urine et l'essence. Dans ce monde-là, Renault comprend un truc presque honteux. La citadine idéale n'est pas celle qui te fait rêver d'autoroute. C'est celle qui te fait moins souffrir. Le besoin est donc là, clair, viscéral. Une voiture pour la ville, mais une voiture qui ne te rappelle pas la laideur de la ville. Une voiture qui transforme le quotidien en jeu. Une voiture qui fait oublier, un instant, les trottoirs qui collent, les rues qui serrent, les pare-chocs qui se frottent. Et puis, il y a un dernier élément, plus silencieux, mais décisif. Le désir de liberté à petit prix. Parce qu'une petite voiture, en France, c'est souvent la première vraie autonomie, la première voiture qu'on achète sans l'aide des parents, celle qui t'emmène à la fac, au boulot, au premier rendez-vous, au premier voyage improvisé, celle où tu manges des frites sur le siège passager en laissant des miettes comme une signature, celle où tu t'endors quelques minutes sur une aire de repos, la nuque cassée, et tu te réveilles avec une trace de ceinture sur le torse. Renault veut capter ça. Pas seulement avec une fiche technique, mais avec une sensation. Cette voiture est une complice. Et pour qu'une voiture devienne une complice, elle doit avoir une âme. Ou au moins l'illusion d'une âme. C'est exactement à ce moment-là que l'idée prend sa forme la plus insolente. Créer une petite voiture qui s'assume comme un objet, de design presque comme un personnage. Une voiture qui n'est pas un simple modèle, mais une présence. Et c'est là que tout devient dangereux. Parce que quand tu essaies de fabriquer une icône, tu peux aussi fabriquer un désastre. Renault est donc au bord d'une falaise. Soit elle produit une énième citadine correcte qui se vendra comme les autres, soit elle ose une créature nouvelle, un pari qui peut la ridiculiser, ou la faire entrer dans la mémoire collective. Le besoin de la Twingo, ce n'est pas un caprice de designer. C'est un cri discret, celui des villes françaises, celui des gens qui veulent respirer dans un espace trop serré, et Renault s'apprête à répondre à ce cri avec quelque chose qu'on n'attend pas. Un sourire en plastique et en métal, capable de devenir, contre toute logique, un symbole. La décision est prise dans un bureau qui sent le papier, le café froid et la peur. On va tenter le coup. Pas un petit rafraîchissement, pas une citadine de plus avec un nouveau phare et un nom en 3 lettres. Non, un objet à part. Et à cet instant précis, Renault déclenche une mécanique qui ressemble à une opération clandestine. Parce que le vrai début de la Twingo, ce n'est pas un dessin génial sur une serviette. C'est un mur de contraintes. Un mur si proche qu'on le touche du front. Budget serré, dimensions imposées, poids à contenir, industrialisation réaliste, et une question qui hante tout le monde comme une mouche dans une pièce. Et si le public se moque? Une voiture, c'est des tonnes de métal, des milliers de pièces, des chaînes, des investissements. Si tu te rates, ce n'est pas juste un flop, c'est une cicatrice. Alors, dans les ateliers et les studios, l'ambiance devient électrique. Les designers veulent respirer, les ingénieurs veulent verrouiller, les financiers veulent couper. Et au milieu, la future Twingo doit naître comme un bébé, qu'on essaye déjà de faire entrer dans un manteau trop petit. On commence par une idée simple, presque arrogante. Un seul volume, une silhouette monospace, miniaturisée, une capsule. Sur la table, les premiers croquis donnent une impression étrange. Une voiture sans nez, sérieux, sans coffre qui joue au grand. Une sorte de bulle. Et là, premier frisson de dégoût, parce que tu sens la tentation du ridicule. Si tu rates les proportions, tu obtiens une grenouille écrasée, une caricature, un objet que les gens pointeront du doigt en riant. Donc, on travaille. Les proportions, comme un chirurgien travaille un visage. 1 millimètre de trop, et tu changes l'émotion. On cherche une expression sympathique, mais pas idiote. Une face qui ne fait pas peur, qui n'agresse pas. Des phares comme des yeux, mais des yeux qui ne supplient pas. Et ce détail va compter plus tard, énormément. La voiture doit pouvoir être regardée sans provoquer la honte, parce que dans la vraie vie, personne ne veut être celui qui roule dans un truc ridicule.
Les gens acceptent l'audace, mais ils refusent l'humiliation. En parallèle, les ingénieurs font ce que les ingénieurs font quand on leur demande l'impossible. Ils mesurent, ils calculent, ils grattent des grammes comme on gratte du givre sur un pare-brise. Le cahier des charges ressemble à une liste d'ennemis. Tenir le coup, tenir la fiabilité, tenir la sécurité, tenir l'espace intérieur et, en plus, produire une sensation de nouveauté. Le twist, c'est que pour obtenir quelque chose de nouveau, on va devoir réutiliser des choses anciennes. Dans l'industrie, c'est souvent ça la magie. Pas l'invention pure, mais le remix intelligent. On prend des bases existantes, on les tord, on les nettoie, on les simplifie, on les fait servir à une idée différente. Et là, l'équipe comprend très vite que la voiture ne pourra pas être une démonstration technologique coûteuse, elle doit être maligne, pas extravagante. Donc on va chercher des solutions simples, presque provocantes, dans leur simplicité, une architecture compacte, une mécanique éprouvée, des choix qui réduisent la complexité. Chaque décision est une négociation, parfois même une petite guerre. Imagine une réunion tardive. Un designer pose une maquette sur la table, l'ingénieur la regarde et dit « impossible ». Le designer répond « indispensable ». Le financier dit « trop cher ». Et la voiture, là, au milieu, devient un champ de bataille. Mais c'est aussi là que naît le caractère, parce qu'un objet trop facile à faire devient un objet sans nerfs. La Twingo, elle, se forge dans la friction. Un des points de bascule, celui qui change tout, se joue à l'intérieur. Parce qu'on peut bien faire une carrosserie mignonne. Si l'habitacle est triste, tout s'écroule. Et l'idée, pièce à vivre, revient comme une obsession. On veut un intérieur lumineux, pas une grotte. Mais la lumière coûte cher si tu la fais avec du cuir, du bois, des gadgets. Alors il faut une autre stratégie. Des formes, des volumes, de l'air, des couleurs et une impression d'espace qui ne dépend pas de matériaux luxueux. C'est là qu'une idée s'impose avec une évidence presque brutale. Le canapé. Oui, un canapé. Pas au sens littéral, bien sûr, mais au sens émotionnel. La banquette arrière doit être accueillante, presque domestique. Et surtout, elle doit être modulable. Parce que dans une petite voiture, tu ne peux pas avoir de l'espace partout. Tu dois choisir. Soit tu donnes de la place aux jambes, soit tu donnes de la place aux bagages. Et Renault décide de refuser ce dilemme en faisant quelque chose de presque comique. Une banquette arrière qui se déplace, qui coulisse, qui transforme la voiture selon le besoin. Tu veux plus de coffres? Tu avances la banquette? Tu veux plus de place pour les passagers? Tu la recules. C'est simple, presque enfantin. Et dans la vraie vie, ça devient addictif. Parce que tu as l'impression de tricher contre les limites physiques. Le deuxième choc intérieur, c'est l'instrumentation. Dans les citadines classiques, le conducteur est entouré de compteurs, de cadrans. Comme un cockpit sérieux, Renault fait un choix qui, à l'époque, déstabilise. Un affichage central, plus minimal, plus objet, ce n'est pas seulement une question de style. C'est une manière de libérer l'espace devant le conducteur, d'aérer, de rendre l'habitacle moins oppressant. Et là encore, on marche sur une corde raide. Si c'est trop dépouillé, ça fait cheap. Si c'est trop gadget, ça fait jouet. Alors les équipes cherchent le ton juste. Un mélange d'évidence et d'étrangeté. Tu montes dedans et tu te dis, c'est différent, mais tu n'es pas perdu. Tu comprends et tu souris malgré toi. Sauf qu'un sourire ne suffit pas. La voiture doit aussi être acceptable sur la route. Elle doit freiner, tenir, se comporter dignement, absorber la ville sans se désintégrer. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas sur une pub. C'est le genre de choses qu'on découvre sous la pluie, un soir, avec une urgence, ou sur une chaussée abîmée, quand ton dos te rappelle que tu existes. Donc les prototypes commencent leur vie réelle. Des véhicules camouflés, des carrosseries grossières parfois, des assemblages qui grincent, des panneaux provisoires, des fils, des capteurs partout. C'est une période sale, fascinante. La voiture est encore un secret, et pourtant elle roule déjà. Elle souffre déjà. On l'envoie dans le froid, dans la chaleur, sur des pavés, sur des routes défoncées, sur des boucles d'essai, où chaque défaut est une gifle. Les ingénieurs notent tout. Les designers viennent regarder de loin, comme des parents inquiets, qui observent leur enfant apprendre à marcher. Parfois, la voiture revient avec des blessures.
Joints qui lâchent, vibrations, bruits parasites, plastique qui résonne, et chaque bruit est une menace, parce que le bruit, c'est l'ennemi de la perception. Une citadine peut être simple. Elle ne doit pas être mauvaise. À ce stade, un autre twist apparaît. Plus tu simplifies pour réduire les coûts, plus tu risques de créer une voiture qui sonne creux. Or, la Twingo doit être légère, presque joyeuse, mais pas fragile dans la sensation. Donc, on chasse le cheap, comme on chasse une odeur. Pas toujours en ajoutant de la matière. Ce serait trop facile. Mais en modifiant des formes, en rigidifiant là où il faut, en jouant, sur des textures, en choisissant des tissus qui donnent de la chaleur, même quand ils ne coûtent pas cher. Tu imagines la scène. Quelqu'un passe des heures à toucher des morceaux de plastique, à écouter le bruit d'un panneau qu'on tapote avec les doigts. C'est ridicule, vu de l'extérieur. Mais c'est là que se fabrique le futur culte. Dans ces détails invisibles, dans la sensation que la voiture tient, qu'elle est cohérente, et puis vient la question la plus délicate. La personnalité. Comment donner une personnalité à une voiture produite en grande série? La réponse, chez Renault, devient presque philosophique, en la rendant humaine. Des formes rondes, des lignes simples, des couleurs, des tissus qui ne te punissent pas, une voiture que tu peux salir sans te sentir coupable, mais que tu as quand même envie de garder propre, parce qu'elle te ressemble. À ce moment-là, il y a un débat interne qui pourrait te surprendre. Faut-il faire quelque chose de trop mignon? Parce que mignon, ça attire, mais ça peut aussi enfermer. On te colle une étiquette, on te traite comme un jouet, on ne te prend pas au sérieux. Et Renault veut une voiture qui soit attachante pour les jeunes, oui, mais aussi pour les adultes, pour les mères, pour les pères, pour ceux qui veulent une voiture de ville sans avoir l'impression de retourner à l'adolescence. Donc on évite l'excès. On garde le sourire, mais on le rend subtil. On garde l'arrondi, mais on l'équilibre. On veut que la voiture donne l'impression d'être simple, alors qu'en réalité, son équilibre est extrêmement travaillé. Et au milieu de tout ça, il y a une autre inquiétude, plus froide, presque morbide. La sécurité. Une petite voiture, par définition, a moins de matière pour absorber, moins de distance, moins de coussins. Tu peux raconter toutes les histoires du monde. La réalité physique reste la réalité physique. Alors, il faut optimiser la structure, créer des zones de déformation, renforcer certains points, sans exploser le poids ni le coût. C'est là que la Twingo prend un aspect paradoxal. Elle a l'air gentille, presque naïve, mais sous cette peau douce, il y a une ossature pensée pour encaisser, une douceur armée. Et maintenant, imagine le stress. Si Renault fait une citadine trop fun, elle sera jugée frivole. Si elle fait une citadine trop sérieuse, elle perd son âme. Si elle la fait trop cheap, elle sera rejetée. Si elle la fait trop chère, elle trahit sa mission. Chaque choix est une porte qu'on ferme. Et plus on ferme de portes, plus on a peur de s'être enfermé dans la mauvaise pièce. C'est dans cette atmosphère que la voiture reçoit son identité finale. Un nom qui sonne comme un petit sortilège. Pas un nom technique, pas une combinaison froide. Quelque chose de court, de rond, qui se prononce comme un sourire. Un mot qui semble déjà appartenir au quotidien, comme s'il avait toujours existé. Et pourtant, le nom ne suffit pas. Le design ne suffit pas. L'idée ne suffit pas. Il faut que l'objet, une fois assemblé, produise un choc. Un petit choc, mais réel. Alors les équipes peaufinent les dernières choses. La façon dont la porte se ferme, la façon dont le siège t'accueille, la visibilité, cette sensation d'être haut perché malgré une petite voiture, l'impression de dominer un peu la ville au lieu d'être écrasé par elle. Parce que c'est aussi ça, un détail psychologique énorme. Dans une citadine classique, tu peux te sentir bas, coincé, vulnérable. Dans cette capsule, tu dois te sentir présent. On arrive au moment où la voiture n'est plus un projet, mais une réalité. Elle sort des lignes, elle devient reproductible. Elle n'est plus un prototype qu'on excuse. Elle est une promesse qu'on doit tenir devant tout le monde. Et là, dernière angoisse, la plus viscérale, le jour où on la montrera. Parce que l'instant où tu dévoiles une voiture aussi différente, c'est un tribunal. Le public ne te laisse pas 10 ans pour expliquer ton intention. Il juge en 1 seconde, sur une photo, sur un regard. La presse peut la réduire à une blague. Les concurrents peuvent la moquer. Les clients peuvent détourner les yeux,
Renault le sait. Et c'est pour ça que, jusqu'au dernier moment, le projet garde quelque chose de fragile, comme une bête qu'on protège avant de la lâcher dans la rue. Mais le plus ironique, c'est que cette fragilité va devenir sa force. Parce qu'une voiture parfaite est souvent oubliable. Une voiture qui ose être différente devient une histoire. Et la Twingo, au moment où elle est prête, ressemble à cette idée impossible qui a survécu à toutes les attaques. Une petite voiture qui veut te donner de l'espace, une voiture qui veut te donner de l'air, une voiture qui veut te donner une sensation domestique. Dans un monde de klaxons, de béton et de poubelles chaudes, le rideau est sur le point de s'ouvrir. Et là, personne ne sait encore si la France va éclater de rire ou tomber amoureuse. Le jour où la Twingo arrive au regard du public, il y a une seconde suspendue. Une de ces secondes où un objet peut basculer dans deux mondes, la légende ou le ridicule. Les salons, les photos, les premières réactions, et cette impression que tout le monde observe la même chose. Une petite voiture qui ne ressemble à rien de connu, une bulle souriante, presque insolente dans sa douceur. Les premiers commentaires se font au couteau. Certains rient, pas un rire tendre, un rire de défense. Parce que la Twingo, en apparaissant, met une claque aux habitudes. Elle dit aux citadines carrées, vous êtes des boîtes. Elle dit aux voitures sérieuses, tu peux être utile sans faire la gueule. Et ça dérange, ça excite, ça divise. Et pourtant, très vite, une chose se produit. Une chose qu'on ne peut pas fabriquer avec une brochure. La rencontre. Les gens commencent à s'asseoir dedans, et c'est là que la Twingo commence son vrai travail. Celui qui transforme le scepticisme en adhésion, parce que l'effet « waouh » n'est pas dans la vitesse, il est dans le corps. Tu ouvres la porte, tu montes, et tu réalises que tu n'es pas en train de t'entasser dans une mini-voiture. Tu es dans une petite pièce claire, tu vois, tu respires, tu te tiens droit. Tu as l'impression, presque ridicule mais délicieuse, d'être plus grand que la voiture. Et cette sensation-là, en ville, c'est une drogue. Les premiers acheteurs, souvent, sont des gens qui n'achètent pas une voiture pour briller. Ils achètent pour vivre. Étudiants, jeunes actifs, infirmières, livreurs légers, petits entrepreneurs, couples sans enfants, retraités urbains, et chacun découvre un truc. La Twingo a été pensée pour leur quotidien, pas pour l'imaginaire publicitaire de l'autoroute au coucher de soleil. Dans la rue, elle se faufile, dans les parkings, elle se glisse comme si elle connaissait déjà les lieux. Et surtout, elle change l'ambiance autour d'elle, parce qu'elle a une gueule, une vraie. Une gueule qui déclenche des réactions. Les enfants la montrent du doigt, les passants sourient, sans savoir pourquoi. Elle ne fait pas peur. Elle ne menace personne. Dans un monde automobile où beaucoup de voitures ont l'air de vouloir mordre, elle a l'air de vouloir te faire un clin d'œil. Mais attention, la célébrité, ce n'est pas seulement être aimé, c'est aussi être testé. Et la Twingo est testée, jour après jour, dans les conditions les plus impitoyables. Les démarrages à froid, les bouchons, les trottoirs. Massacrés. Les portières qui claquent 100 fois par jour, les sacs de course qui déchirent, les mégots écrasés, les sièges tachés, les amis bourrés à l'arrière, les chiens mouillés, les déménagements improvisés. C'est là que l'histoire devient délicieuse et un peu dégoûtante. La Twingo est l'une de ces voitures qu'on maltraite avec amour. On la garde, on la salit, on la charge, on la cogne, et on s'excuse presque en la tapotant du bout des doigts. Allez, ma belle, encore un effort. Parce qu'elle a ce truc rare. Elle donne l'impression d'être un objet qu'on peut apprivoiser. Et puis, il y a un moment clé, celui où la Twingo cesse d'être une voiture pour devenir un accessoire culturel. La publicité, le ton, l'image qu'elle renvoie. Renault comprend vite qu'il ne faut pas la vendre comme une citadine intelligente, il faut la vendre comme une expérience, une humeur, une petite insolence française. Alors on la montre colorée, vivante, accessible. On la montre comme un compagnon, presque un personnage. Et là, quelque chose se passe. La Twingo devient un langage. On dit « je roule en Twingo », comme on dit « j'ai un petit appart sympa ». Ce n'est pas grand, ce n'est pas prétentieux, mais c'est malin et ça te ressemble. Mais le marché, lui, n'est pas un roman. Le marché est un animal. Il mord si tu faiblis, et la Twingo, pour survivre, doit prouver deux choses. Qu'elle n'est pas seulement mignonne, qu'elle n'est pas seulement
pratique, mais qu'elle est fiable, économique et supportable à vivre. Dans les premiers temps, les retours de terrain deviennent la vraie intrigue. Parce que la Twingo se retrouve dans des mains très différentes. Des conducteurs doux, des conducteurs brutaux, des citadins, prudents, des jeunes qui la traitent comme un kart, des gens qui oublient l'entretien jusqu'au jour où la voiture tousse, et malgré ça, la Twingo se forge une réputation, celle d'une voiture simple à comprendre, simple à réparer, simple à vivre, pas une diva, pas une princesse, une voiture qui ne te juge pas. Et là, un twist social apparaît. Les gens commencent à la personnaliser. Stickers, housses, petits gadgets, peluches sur la plage arrière, autoradio changée, jantes repeintes. La Twingo devient une toile, ce n'est plus seulement un moyen de transport, c'est une extension du propriétaire. Un petit morceau de personnalité sur roue. Et c'est comme ça qu'elle s'infiltre dans la culture française. Par le bas, par le quotidien, par la répétition. La Twingo se retrouve partout. Devant les facs, devant les cafés, dans les ruelles, sur les parkings de supermarchés, dans les zones industrielles, sur les routes de campagne aussi, quand elle quitte la ville pour un week-end. Et elle y arrive avec son paradoxe. Elle est petite, mais elle a un intérieur qui surprend. Tu la vois de dehors et tu penses, on ne met rien là-dedans. Puis tu la vois avaler des sacs, des cartons, une poussette, un vélo démonté, des valises. Pas magiquement, non. Mais avec une intelligence de rangement qui donne l'impression qu'elle se moque des lois de la physique. C'est le genre de choses qui se racontent entre amis. Tu sais pas ce que j'ai réussi à mettre dans ma Twingo. C'est là que naît le mythe, dans les anecdotes. Les mythes automobiles ne naissent pas seulement sur circuit. Ils naissent dans les histoires de vie. Et puis, la Twingo devient aussi une voiture d'apprentissage. La voiture des premiers trajets seuls, des premières erreurs, des premiers accrochages. Une voiture qu'on n'a pas peur de conduire, parce qu'elle est compacte, visible, facile à placer. Et ça, culturellement, c'est énorme. Elle accompagne des milliers de Français dans leur entrée dans la conduite. Elle devient le décor de leur première liberté. Mais l'amour populaire a toujours son revers. La moquerie. Parce que dès qu'un objet devient omniprésent, il devient une cible. On l'imite, on la caricature. La Twingo est parfois vue comme la voiture rigolote. La voiture de fille, dans certains clichés idiots de l'époque. La voiture pas sérieuse. Et ça, c'est dangereux. Une voiture peut être tuée par le mépris. Sauf que la Twingo résiste. Pourquoi? Parce que ceux qui la conduisent savent quelque chose que les moqueurs ignorent. Elle est utile. Elle leur rend service. Elle leur simplifie la vie. Et une voiture qui te simplifie la vie devient rapidement intouchable dans ton cœur. Tu peux rire d'elle, mais tu finis par lui demander un service. Et puis, au fil des années, la Twingo se met à apparaître dans des endroits inattendus. Elle devient une voiture de flotte. Parfois, une voiture de ville par excellence, une voiture de jeune couple, mais aussi une voiture qu'on garde en deuxième véhicule. Elle devient l'objet de ceux qui ont compris que la puissance est inutile quand on vrai combat. C'est la place de parking. C'est là qu'elle devient culte en France, parce qu'elle épouse la réalité française. Les rues étroites, les centres-villes anciens, le stationnement impossible, le mélange permanent entre vie pratique et goût pour la petite insolence. Mais la célébrité d'un modèle n'est jamais linéaire. Elle a besoin de rebondissements. Et la Twingo va en avoir, des rebondissements, parce que le temps passe et le marché devient plus exigeant. On demande plus d'équipements, plus de sécurité, plus de confort. On veut des airbags, des options, des séries spéciales, des couleurs, des améliorations. La Twingo doit évoluer sans trahir son âme. Et c'est là que Renault joue un jeu dangereux. Ajouter sans alourdir, moderniser sans dénaturer. La Twingo reçoit des ajustements, des évolutions, des séries qui renforcent son côté objet, et chaque fois, c'est une manière de dire au public « On vous a compris, vous ne voulez pas juste une voiture, vous voulez votre Twingo ». Au fil du temps, la Twingo devient une présence familière, presque un mobilier urbain, à un point où tu ne la vois plus. Et c'est justement ça qui prouve son importance. Quand un objet disparaît dans le paysage, c'est qu'il a gagné, il fait partie de la vie. Comme les boulangeries, comme les kiosques, comme les cafés de coin de rue. Et puis vient un autre twist, plus sombre, l'usure. Une voiture populaire se voit vieillir en public.
Elle passe du neuf au quotidien, du quotidien à la fatigue, de la fatigue au bricolage. On la voit avec un pare-choc rafistolé, un rétro scotché, un siège taché, une carrosserie un peu passée, et ce vieillissement, au lieu de la rendre honteuse, la rend parfois encore plus attachante, parce qu'elle ressemble à la France réelle, pas parfaite, mais vivante. À ce moment-là, la Twingo a franchi une frontière invisible. Elle n'est plus seulement un produit vendu, elle est devenue un personnage collectif. Une petite silhouette qui traverse les années 90 et le début des années 2000, comme une chanson qu'on connaît tous, même si on ne se rappelle plus quand on l'a entendue pour la première fois. Et pourtant, sous cette familiarité, il reste une tension. Le monde change. Les normes, les attentes, la concurrence. La Twingo doit continuer à exister dans un univers automobile qui se durcit, qui se normalise, qui devient plus lourd, plus sérieux, plus réglementé. Et c'est là que l'histoire prend un goût particulier. La Twingo, née comme une réponse simple au stress urbain, devient peu à peu un symbole de ce qu'on est en train de perdre. La légèreté. Quand tu vois une Twingo en circulation aujourd'hui, tu ne vois pas seulement une vieille citadine. Tu vois une époque où une grande marque a osé faire une petite chose drôle, pratique, humaine. Et tu te demandes, comment un objet aussi simple a-t-il réussi à marquer autant de monde? La réponse commence à se dessiner ici, parce qu'elle n'a pas été une voiture aspirationnelle. Elle a été une voiture relationnelle, elle a construit une relation avec des millions de trajets banals, des millions de matins, des millions de parkings serrés, des millions de sacs de courses, des millions de rires et de soupirs. Et maintenant, la dernière porte s'ouvre. Qu'est-ce que cette petite voiture a changé, vraiment, dans l'industrie et dans l'imaginaire? Qu'est-ce qu'elle a laissé derrière elle, comme une empreinte? Et c'est là que l'histoire devient presque injuste. Plus la Twingo vieillit, plus son influence devient évidente. Parce qu'un modèle culte ne laisse pas seulement des souvenirs, il laisse des traces dans la manière de penser. La Twingo n'a pas gagné en imposant une puissance, ni en inventant un moteur miracle. Elle a gagné autrement, en changeant la question. Avant elle, beaucoup de citadines demandaient « Combien tu acceptes de sacrifier pour rouler petit ?» Après elle, une nouvelle question s'installe, sournoisement. Pourquoi une petite voiture devrait-elle être une punition? Ce simple déplacement psychologique, c'est déjà une révolution. Parce que dans l'industrie, les grands changements ne sont pas toujours des technologies, ce sont des angles de pensée. Et la Twingo a imposé un angle, celui de l'habitabilité intelligente, de la sympathie assumée, de l'objet urbain pensé comme une extension du quotidien plutôt que comme un mini-trône automobile. Elle a prouvé qu'on pouvait faire un design rond, presque affectif, sans tomber dans le gadget jetable. Elle a prouvé qu'une voiture pouvait être vendue comme une sensation de liberté légère, sans promesse de domination. Et ça, dans une culture automobile souvent obsédée par la force, c'est presque un blasphème, qui finit par devenir un standard. Regarde la ville telle qu'elle devient dans les années 2000. Plus dense, plus réglementée, plus surveillée. La voiture, progressivement, se transforme en compromis permanent, et au milieu de ça, la Twingo apparaît comme un objet qui avait compris la ville avant beaucoup d'autres. Pas la ville rêvée, la vraie. La ville où tu fais demi-tour dans une rue trop étroite, où tu te gares à l'aveugle entre deux parts. Choc, où tu marches vite parce qu'il pleut, où tu balances ton sac sur le siège et tu souffles enfin. Ce qu'elle a apporté à l'industrie, c'est la légitimation d'une idée. L'espace intérieur peut être un argument de désir à lui seul. Même dans le segment le plus petit, on avait déjà vu des voitures pratiques, bien sûr. Mais là, on parle d'une voiture qui revendique son côté petit salon, qui refuse d'être simplement une version réduite d'une berline. Elle n'est pas une berline miniature, elle est une forme propre, une réponse autonome. Et ça a contaminé les esprits. Parce qu'une fois que tu as goûté à une citadine qui donne de la lumière, de l'air et de la modularité, tu ne regardes plus les autres. Petite voiture de la même manière. Les concurrents, même s'ils ne copient pas le sourire, se mettent à comprendre qu'ils doivent offrir autre chose que des chiffres. Une expérience d'espace, de visibilité, de flexibilité. La Twingo a aussi normalisé un autre élément, plus discret mais très puissant. L'idée qu'une voiture populaire peut être un objet de design.
Pas du luxe, pas du prestige, mais du design au sens où chaque forme raconte quelque chose. Avant elle, la voiture populaire était souvent obligée d'être neutre pour ne pas choquer, pour plaire au plus grand nombre. La Twingo a montré qu'on peut plaire au plus grand nombre, en osant un caractère fort, tant qu'il est chaleureux. Ce qui est fascinant, c'est que cette chaleur, elle n'est pas seulement esthétique, elle est dans l'ergonomie, dans les choix intérieurs, dans la façon dont le conducteur se sent accueilli plutôt qu'encadré. Elle a participé à faire entrer une logique presque domestique dans la voiture de masse. L'idée que l'habitacle peut être un endroit où l'on vit, même quand on n'a pas les moyens de vivre grand. Et cette logique, on la retrouve ensuite partout, dans la montée des petites voitures plus hautes, plus verticales, dans l'obsession de la modularité, dans la recherche de lumière, dans l'envie de rendre l'objet moins agressif. Même quand les designers reviennent à des lignes plus tendues, l'idée de base reste. Ne pas traiter l'utilisateur comme un soldat, le traiter comme un habitant, mais l'héritage le plus profond, paradoxalement, est peut-être culturel plutôt qu'industriel. La Twingo a créé un type d'attachement rare. L'attachement à une voiture qui n'est pas un symbole de réussite, mais un symbole de quotidien maîtrisé. En France, ça touche une corde sensible, parce que la réussite affichée est parfois jugée, parfois enviée, parfois moquée. La réussite discrète, celle qui consiste à être libre, mobile, malin, est souvent plus acceptable, plus intime, plus française. La Twingo devient alors une sorte de drapeau miniature, un drapeau de l'esprit pratique, de l'humour, du « je m'en sors ». Elle incarne une France qui n'a pas besoin de frimer pour exister. Une France qui aime les objets qui ont un grain, une petite imperfection, une bizarrerie charmante, une France qui adopte les choses non pas parce qu'elles sont les meilleures, mais parce qu'elles sont les nôtres. Et là, on arrive à un twist qui fait presque mal. Le culte, souvent, naît au moment où l'objet disparaît. Quand les générations suivantes arrivent, quand les voitures se standardisent, quand les normes durcissent, quand les intérieurs deviennent des écrans et des menus, la Twingo devient le souvenir d'une époque où on pouvait encore faire simple sans être triste. Parce que la simplicité d'aujourd'hui est souvent une simplicité froide, épurée, oui, mais parfois distante, algorithmique. La Twingo, elle, est simple au sens humain. Simple comme un objet qu'on comprend sans mode d'emploi. Simple comme une chaise confortable. Simple comme une cuisine, où tu sais où tout est rangé. Dans l'industrie, ce genre d'objet laisse un héritage invisible. Il rappelle aux constructeurs qu'ils vendent des émotions même quand. Ils jurent vendre des solutions. Et les émotions, ce n'est pas seulement sportif et premium. L'émotion peut être la tendresse. Elle peut être le sourire. Elle peut être la sensation de ne pas être agressé. Et puis, il y a l'héritage dans la rue, le vrai héritage, celui qui se voit sur les routes secondaires, sur les parkings, dans les annonces, dans les garages. Une Twingo première génération, c'est souvent une survivante. Une voiture qui a été utilisée jusqu'à la corde, parfois mal entretenue, parfois rafistolée, mais toujours là. Et cette endurance participe au mythe. Quand un objet traverse le temps malgré des années de vie urbaine, il gagne un respect presque animal. Tu peux presque lire son histoire sur sa carrosserie. Une rayure longue comme un regret, un pare-choc qui a connu trop de créneaux, un phare légèrement terni, un siège qui a vu des larmes, du café, des rires et des silences. Et c'est là que la Twingo touche quelque chose de très français. La relation sentimentale aux objets du quotidien. En France, on peut s'attacher à une vieille cafetière, à un couteau de cuisine, à une table héritée. La Twingo, c'est la même logique appliquée à une voiture. Elle devient un objet qu'on ne remplace pas seulement parce qu'il faut, on le remplace quand on y est obligé, et parfois, même remplacé, il reste dans un coin de la mémoire comme un vieux pull qu'on n'ose pas jeter. Son héritage, c'est aussi d'avoir redéfini le statut de la petite voiture. Elle a contribué à faire accepter qu'une citadine puisse être le véhicule principal. Pas un choix par défaut. Elle a rendu respectable le fait de préférer le petit, le maniable, le pratique. Elle a rendu cool une idée qui, avant, semblait subie. Ne pas vouloir gros, ne pas vouloir lourd, ne pas vouloir impressionner. Et là, on touche à un point presque politique, sans même parler de politique.
La Twingo a accompagné une évolution des mentalités, elle a rendu visible une forme de sobriété heureuse, avant que le mot « sobriété » devienne une injonction. Elle disait « tu peux être libre avec peu ?» Et ce message-là, dans une société où beaucoup de gens se sentent pris entre le désir et le budget, a une puissance énorme. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi ce qu'elle a laissé dans l'imaginaire de marque. Renault, grâce à elle, a consolidé une réputation particulière, celle de pouvoir oser des voitures différentes et pourtant populaires. La Twingo devient un argument interne, une preuve qu'un pari peut payer, qu'un design audacieux peut devenir une norme affective. Elle devient une référence culturelle, un repère. Quand on parle d'une Renault attachante, on pense à elle, même si on ne le dit pas. Et puis, il y a l'héritage du nom, du mot lui-même. Peu de modèles automobiles deviennent des mots qu'on prononce avec une intonation particulière. Twingo a cette musicalité presque enfantine, mais pas infantilisante, un mot qui a l'air de rebondir. Un mot qui s'intègre naturellement aux conversations, aux blagues, aux souvenirs. Certains modèles restent des codes, celui-ci devient une présence. À force d'être là, la Twingo finit par incarner une France très précise, celle des années 90 et du début des années 2000, celle des CD dans la boîte à gants, des tickets de parking froissés, des clés un peu lourdes, des portières qui claquent dans les ruelles, des départs improvisés le vendredi soir, des retours tardifs avec des phares qui éclairent la pluie, une France sans filtre numérique, sans écran partout, où la voiture était encore une bulle analogique. Radio, chauffage, volant, et basta. Et ce souvenir-là provoque une émotion étrange, la satisfaction et la nostalgie, et aussi une petite grimace, parce que la réalité était parfois sale, les villes sentaient fort, les parkings étaient glauques, les voitures prenaient des coups, les intérieurs vieillissaient, et pourtant, on y était bien. Comme on est bien dans une vieille chambre d'étudiant un peu miteuse mais pleine de vie, c'est exactement ça, la Twingo. Une réponse douce dans un monde rude. Un objet qui t'épargne un peu de violence quotidienne. Alors pourquoi est-elle culte en France? Pas seulement parce qu'elle a été vendue, vue, connue, mais parce qu'elle a réussi un truc rare. Elle a épousé la réalité française et lui a offert un sourire. Elle a rendu la ville plus supportable. Elle a rendu la petitesse désirable. Elle a rendu la simplicité attachante. Et si tu dois retenir une seule image, prends celle-ci. Une nuit d'hiver, un trottoir mouillé, une vitrine qui reflète des lumières, jaune, et une Twingo garée de travers, un peu cabossée, mais toujours là, comme un petit animal urbain qui a compris comment survivre. Tu passes devant, tu la regardes, et tu sens un mélange absurde. Un sourire, une pointe de tendresse, et cette petite gêne, cette petite odeur imaginaire de parking humide. C'est sale, et c'est doux, c'est banal, et c'est mythique. C'est exactement comme ça qu'on fabrique une icône.